Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet à la fois fascinant et, disons-le franchement, ultra réglementé, l'ozonothérapie. Et plus précisément, on va regarder de très près le cadre ultra strict qui l'entoure chez nous, en France. Avant même de plonger dans les mécanismes biologiques qu'on peut lire dans la littérature scientifique, il faut absolument poser les bases. Bref, on va se faire un vrai briefing de sécurité et de législation totalement objectif, basé sur les documents de référence. Le but, mettre les choses au clair sur les limites légales et physiologiques de cette pratique. C'est parti? Alors, avant de s'emballer sur les effets cliniques, il faut tracer des lignes rouges très nettes. En France, c'est simple, la littérature nous montre que l'ozonothérapie se heurte à des murs. Des interdictions spécifiques, notamment de la part de l'Ordre des médecins, et figurez-vous que c'est même listé parmi les méthodes interdites dans le dopage sportif. Du coup, c'est vraiment indispensable de bien comprendre ce grand panneau stop réglementaire avant d'aller plus loin. Bon, pour s'y retrouver, on va suivre une vraie checklist de sécurité. D'abord, on fait le point sur la loi française, ensuite on verra le but purement informatif de ces documents, on parlera de la lourde responsabilité du praticien, puis on abordera la règle d'or vitale, l'interdiction d'inhaler le gaz, et on finira par les exigences matérielles. Allez, on attaque tout de suite avec le premier gros morceau, le cadre légal français. Quelle est la réalité sur le terrain? Eh bien, le constat, il est sans appel. Concrètement, il n'y a aucune validation officielle. Les sources sont formelles. En France, l'ozonothérapie n'a aucune reconnaissance en tant qu'acte médical validé par les autorités de santé. L'ozone médical, pas d'autorisation de mise sur marché comme médicament. Les générateurs, ils ne sont pas reconnus comme dispositifs médicaux à usage thérapeutique. Et d'ailleurs, c'est carrément absent des cursus universitaires médicaux et infirmiers. C'est quand même un fait majeur qu'il faut garder en tête. Et ça va plus loin, parce que les documents pointent un risque énorme. Certaines voies d'administration, genre les injections intraveineuses directes, c'est littéralement jouer avec le feu sur le plan juridique en France. Même à l'international, l'Académie américaine d'ozonothérapie hurle au loup contre l'injection directe à cause des risques d'embolie graves. Le message des sources est super clair, le risque légal et médical, il est au maximum. C'est qui nous amène à notre deuxième point. Si c'est si strict, pourquoi on en parle? Eh bien, dans un but strictement informatif. Les textes le disent noir sur blanc. Leur diffusion sert uniquement à informer. L'idée, c'est de comprendre la biochimie décrite à l'international, comme l'hormèse oxydative par exemple, pour se forger un esprit critique. Mais attention, ça ne vaut absolument pas validation réglementaire, ce n'est pas une incitation à pratiquer en France, ça ne donne pas de certification ou de formation qualifiante, c'est de l'alphabétisation scientifique pure et dure, un point c'est tout. On passe à la troisième section, et pas des moindres, la question de la responsabilité individuelle. En gros, qui porte le chapeau? Pour répondre, rien de mieux qu'une citation directe des sources. Écoutez bien. Tout professionnel reste responsable de ses actes, du respect des lois de son pays, de l'information fidèle du patient, de l'évaluation bénéfice/risque. En clair, si un praticien décide de se lancer malgré les feux rouges, il y va seul. 100% de la responsabilité légale, médicale et éthique repose sur ses épaules. Les auteurs de ces documents se dégagent totalement de tout usage clinique hors du cadre légal. Quatrième point au programme, on touche ici à la sécurité physique directe, avec une règle absolument non négociable, l'interdiction totale d'inhaler l'ozone. La règle numéro 1, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, respirer ce gaz. Mais du coup, on est en droit de se demander pourquoi c'est si universellement interdit dans tous les protocoles. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps? Eh bien, ça illustre parfaitement la différence de réaction de nos tissus. Le sang, il a des défenses antioxydantes hyper puissantes, mais les poumons, zéro. Bouclier. Si l'ozone entre en contact avec les poumons, c'est un stress oxydatif immédiat et totalement incontrôlable. Résultat, irritation fulgurante, inflammation des muqueuses et dans les cas graves, un œdème aigu du poumon qui peut être fatal. Donc, la sécurité respiratoire, c'est juste vital. Toujours sur la sécurité, parlons de la source de ce gaz. Oubliez tout de suite l'idée d'utiliser l'air de la pièce. L'air ambiant, c'est plein d'azote et de polluants. Si vous le passez dans un générateur d'ozone, boum, vous créez des oxydes d'azote hyper toxiques. C'est pour ça que la littérature est intransigeante. Pour faire de l'ozone médical, il faut impérativement partir d'une bouteille d'oxygène médicale pure à 100%. Il n'y a pas d'alternative. Et ça nous fait une transition toute trouvée vers notre cinquième et dernier point, les exigences hyper strictes sur le matériel. Faut savoir que l'ozone, c'est un oxydant tellement puissant qu'il dévore la plupart des plastiques standards en un rien de temps. Les sources sont claires. Les matériaux compatibles, c'est le verre, le téflon ou certains silicones médicaux spécifiques. Par contre, le caoutchouc classique, ou pire, le PVC, c'est à fuir absolument. L'ozone attaque le PVC et libère des phtalates toxiques qui finiraient directement dans le corps du patient. Un vrai désastre, en somme.
C'est pour ça qu'on privilégie à fond le verre. C'est pas juste pour faire propre. Non seulement le verre résiste parfaitement à l'ozone, mais il permet surtout de garder une concentration de gaz ultra stable. Parce que oui, l'ozone, c'est une molécule super instable, sa durée de vie est très courte, elle redevient vite de l'oxygène normal. Donc utiliser un matériel inerte comme le verre, c'est la garantie d'avoir un dosage précis au millimètre. Pour résumer toute cette logistique de sécurité, on parle de générateurs qui doivent être hyper précis et calibrés régulièrement. Les pièces où ça se passe doivent être super bien ventilées au cas où il y aura une fuite accidentelle. Le circuit doit être complètement scellé et étanche. Et vu que la durée de vie du gaz est super courte, comme on vient de le dire, impossible de stocker, il faut l'utiliser dans la foulée. Franchement, la précision technique ici, c'est pas une option, c'est une obligation absolue. Alors, pour terminer ce décryptage, j'ai envie de vous laisser sur une vraie réflexion. D'un côté, on a une littérature internationale qui explore les effets d'un stress oxydatif modéré, et ça pique vraiment la curiosité scientifique, c'est sûr. Mais de l'autre, on se heurte à ce mur massif d'avertissements juridiques, des risques graves si c'est mal manipulé, et un cadre français qui ne valide pas la pratique. Alors, comment la médecine fait-elle pour jongler entre cette envie d'explorer de nouvelles voies et l'obligation absolue de ne pas nuire aux patients? C'est une question de fond qui nous rappelle qu'avec ces thérapies, il faut garder l'esprit grand ouvert, mais avec une prudence de sioux.